Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui j'interroge Lorraine Collin. À 30 ans, Lorraine Collin est sculpteur sur papier. Le paradoxe entre la force du sculpteur et la douceur du papier se décline dans chaque détail de ses œuvres, de son atelier, de son histoire, de son visage. Les lames du scalpel mêlées au pinceau, les joues rouges et les yeux noirs, le père stomatologue et la mère peintre en décor. Lorraine Collin danse, comme souvent c'est le cas à ce micro, à la frontière entre l'art et les métiers d'art. Bonjour Lorraine Collin. Bonjour Raphaël. Comment elle a commencé votre vie d'artisan ? Vous étiez un enfant créatif ? Oui, moi j'ai toujours beaucoup dessiné quand j'étais petite. Ma maman qui, elle, me faisait mes petits carnets de coloriage, du coup, forcément, j'ai baigné dedans depuis toute petite et j'adorais dessiner et aussi regarder au microscope. C'était un peu le paradoxe, comme vous disiez, entre deux mondes différents. C'est vrai, je l'ai déjà dit en intro, mais il faut qu'on raconte encore plus cette histoire-là. Déjà, votre maman, elle était peintre en décor, c'est ça ? C'est ça. Mais c'était comment pour vous, petite, ça s'exprimait comment une maman artiste ? Donc déjà, elle créait vos carnets de coloriage, ça c'est pas rien. C'était génial. En fait, elle dessinait devant nous et avec mes frères et sœurs, on était en admiration devant le trait qui se transforme d'une manière tellement simple et tellement innée en cheval, en maison, en paysage. Donc déjà, rien que ça, c'était tellement beau. On avait des étoiles plein les yeux. Et après, nous, on coloriait et tout ça. Et en fait, au final, j'ai toujours dessiné en recopiant des photos, des portraits, des choses, et qui m'ont permis après d'avoir cette connexion entre le cerveau et la main, qui fait qu'on dessine bien ou pas en quelque sorte. C'est vraiment juste une connexion. Et la créativité, ça vient vraiment d'elle, de cette sensibilité à tout, au décor dans la maison, aux couleurs, dans la cuisine aussi, dans le jardin. Voilà, elle nous a transmis vraiment tout ça. Et moi, je dessinais du coup tout le temps et je faisais des collages, plein de choses, beaucoup de dessins et sans vraiment avoir pris de cours particuliers avec un professeur. Et alors, à côté de ça, à côté de cette maman créative et qui m'a l'air assez merveilleuse, un papa stomatologue, dentiste, c'est ça ? Stomatologue, du coup, en fait, ça veut dire qu'il est chirurgien maxillofacial. Donc, après, chaque stomatologue a sa spécialité, mais il est surtout, il arrache beaucoup de dents de sagesse, il fait des implants. Donc, à la base, il est médecin, alors qu'un dentiste, il va pas faire médecine. Donc, il est médecin et après, il a fait une spécialité en stomatologie. Donc, c'est quand même, chirurgicalement parlant, un peu plus technique que dentiste. Je comprends. Voilà. Ça peut aller sur des greffes, sur des choses plus lourdes au niveau de la dentition, en quelque sorte. Mais il n'exerçait pas à la maison, il n'y avait pas ces outils à la maison. Non, il était en clinique privée. Il y avait plein d'outils dans le garage, de choses dont il ne pouvait plus se servir. Il y a beaucoup de choses qu'il a envoyées d'ailleurs en Afrique pour leur donner des outils dont il n'avait pas. Donc on en avait toujours à la maison des choses, des lames de scalpel, des petits miroirs. Et les petites pinces aussi qui permettent de faire des maquettes de manière très précise en archi intérieur, c'est très pratique. Donc du coup, c'est vrai que ces outils, je les ai eus même avant même de commencer à travailler le papier. J'en avais dans ma boîte à outils en tant qu'étudiante. Voilà. Et le microscope dont je parlais tout à l'heure, c'était le sien quand il était petit. J'adorais observer des choses au microscope. C'était pour moi l'infiniment petit. C'est hyper intéressant. Et c'est vrai que vous travaillez... Enfin, on va pas aller trop vite, mais vous aimez bien cette échelle petite. Votre travail, au départ, il a commencé vraiment sur la minutie. Exactement. Je pense qu'il y a vraiment un rapport à la cellule aussi, au bac, j'ai pris donc spécialité option facultative et spécialité art plastique. J'avais fait autour de la peau. La peau est un tableau de l'art, donc j'avais vraiment joué sur les graphismes qu'on trouve dans le monde, sur les animaux, sur la terre, et qu'on retrouve aussi dans la peau. Et c'était tout un jeu autour de ça. Donc je pense que c'est vraiment un lien avec ce que je fais maintenant, qui est entre la texture des plumes ou des cellules, quelque chose de tout petit peut-être, et qu'on peut agrandir.
pense que ça a vraiment un lien entre ce que j'observais petite et qui m'a toujours resté en tête. Et ce qui est étonnant, c'est que ma maman, quand on voyait des dessins qu'elle faisait, que j'ai pas trop vu parce que c'était dans ses carnets, qu'elle nous montrait pas tout le temps, j'ai repris bizarrement, instinctivement, des dessins, des graphismes, des motifs qu'elle-même faisait en tant qu'étudiante. C'est assez étonnant. Ça s'est transmis. Ah, ça s'est transmis, je sais pas comment, mais peut-être que je l'ai vu une fois, mais je me souviens pas avoir vraiment vu. Et quand elle les a ressortis, là, j'étais assez étonnée de voir ce lien encore sur esthétiquement, qu'est-ce qui se transmet encore plus de mère en fille. Et mon papa, lui, a quand même s'il est scientifique, il a toujours aimé l'art, il a toujours été intéressé par ça. J'imagine, ouais. Bien sûr. Alors, finalement, on suit complètement notre fil parce que là, on est au bac. Voilà. Vous avez une formation généraliste jusqu'au bac. Voilà. Ça se passait comment à l'école dans les autres matières? Vous avez aussi un esprit scientifique? J'adorais ça, en fait. Petite, j'ai toujours voulu être vétérinaire. À vrai dire, j'adore les animaux. J'aime le côté aussi technique, scientifique. Donc même jusqu'à la seconde, j'ai longuement hésité entre filière scientifique et littéraire parce que j'ai fait une option. En seconde, on peut choisir une option qui peut nous orienter après vers une section. Et j'ai appris biologie de laboratoire et paramédicale. Et j'étais super bonne dans cette matière. J'adorais ça. Bon, il y avait des ensemencements de boîtes de pétri, donc on travaillait les cellules, les bactéries, tout ça, et les dissections. Et ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai toujours trouvé ça super. Mais il y a un côté artistique dedans. Bien sûr. Voilà. Le choix de cette matière, le papier, qui est au cœur de votre travail et de votre créativité, c'est arrivé quand? Cette obsession du papier? Déjà toute jeune, parce que pour moi, je dessinais tout le temps, donc évidemment, le papier, c'était génial. Et en fait, je me souviens, à l'atelier de Sèvres, on avait un sujet, ça s'appelle l'échec. Et on devait, artistiquement parlant, matérialiser l'échec ou essayer de faire quelque chose autour de ça. Et moi, j'avais travaillé sur les boulettes de papier, que finalement, quand on est devant une feuille blanche, mais qu'on la froisse et qu'on en fait une boulette, c'est l'échec. Mais au final, on crée à chaque fois une forme unique. Donc j'avais répertorié comme des profils, des portraits de boulettes de papier. Et voilà, c'était autour de ça. Donc déjà, la matière papier était pour moi une vraie matière à part entière. Pas qu'un support pour dessiner. Donc vous sortez avec un diplôme d'architecte d'intérieur. Exactement. Et vous avez été architecte d'intérieur à un moment? Oui, en fait, en sortant de l'école, j'avais donc beaucoup travaillé le papier aussi à côté. J'ai été tout de suite présentée à Patrick Gilles et Dorothée Boissier, donc l'agent Gilles et Boissier. Dorothée était membre du jury à Penningen, l'année de mon diplôme. Bon, je ne l'ai pas eu en jury parce que c'est un tirage au sort, mais ma professeure d'anglais à l'époque a donné mon CV à Dorothée qui cherchait quelqu'un. Et on s'est rencontrés, un grand coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font depuis toujours. Et même un coup de cœur personnel parce que c'est de belles personnes et ils ont beaucoup aimé mon book et tout de suite on a senti que ça allait marcher et j'étais ravie de pouvoir commencer chez eux juste après mon diplôme en fait. J'ai attendu peut-être un mois et après... Alors ça répond à la question que j'ai pas posée mais c'est parfait, la logique est impeccable. Sur les portraits d'artisans d'art, on parle des maîtres, des premiers qui ont guidé l'apprentissage. Vos parents ont fait partie de vos premiers anges gardiens et donc Gilles et Boissier, là c'est là où vous avez trouvé vos premiers maîtres. Ah oui, je pense que ça a été grâce à eux finalement que tout s'est après fait de manière naturelle. C'est-à-dire que quand j'ai présenté déjà mon book, c'était une sorte de coffret en papier avec les bords qui étaient sculptés déjà. Et ils ont tout de suite trouvé ça intéressant, cette technique que j'avais commencé à explorer. Et ils ont été ils m'ont très vite sollicité en me demandant si je faisais des nouvelles choses à côté, le soir, le week-end, parce qu'ils savaient que j'avais besoin de ça aussi pour être épanouie dans mon travail, parce que quand on commence en agence, on fait beaucoup d'ordinateurs, moins de dessins, moins de création. Et du coup, ils m'ont tout de suite très vite sollicité, voilà, et je montrais les choses que je faisais, tout ça, mes collègues aussi. Et je pense que cette sollicitation m'a donné envie de continuer. Et un jour, je me souviens très bien, c'était à la suite de la catastrophe de Fukushima au Japon, la Croix-Rouge française a demandé à des personnalités de dessiner le Japon en format A3 et chaque pièce allait être vendue après aux enchères et tous les profits reversés à la Croix-Rouge japonaise. Et en fait, Gilles et Boissier ont été approchés pour participer à ce projet-là, que je trouvais très beau aussi à l'époque. Et ils m'ont dit, je pense que c'est toi qui peux le plus facilement et le plus justement peut-être évoquer le Japon
pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas pour nous ou avec nous? Et du coup, ensemble, on a travaillé le A3, j'ai sculpté le papier, avec la technique que j'avais commencé à développer. On a signé ensemble, on a fait ça ensemble. C'est beau d'avoir signé ensemble. Voilà, et du coup, ça a été un peu un tremplin, parce que c'est là où je me suis dit, ah oui, en fait, ça peut plaire. Et ils vous ont révélé. Voilà, ils m'ont révélé, et progressivement, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. J'ai un collègue, Grégoire de la Forêt, qui m'a commandé une pièce. Après, mes anciens boss, Patrick Gilles et Dorothée Boissier, m'ont aussi demandé de leur en réaliser une. Et là, en fait, j'avais du mal à réaliser que je pouvais en faire quelque chose de fini, une pièce terminée, à encadrer, à mettre chez soi. Je n'avais pas pensé à ça au début. Au départ, c'était juste venir intervenir sur un objet, voilà, laisser une trace. C'est ça, travailler le papier, arriver à dessiner en volume, en fait, à utiliser la matière même du papier pour en faire un dessin, un graphisme. Alors, rentrons encore plus dans le détail pour décrire à des personnes qui ne la connaissent pas cette technique, votre travail. Comment on raconte ce travail-là? Comment on décrit une œuvre de Lorraine Collin? Déjà, c'est une œuvre qui n'est pas figurative, qui évoque en chacun quelque chose de très profond, ou peut-être les gens vont voir des traits de ma personnalité. Ça dépend de chacun. Et ça peut être très blanc, ça peut être complètement doré quand je rajoute de la matière, mais sinon, c'est vraiment une feuille de papier aquarelle, donc avec un certain grammage, un certain grain, qui est sculpté dans l'épaisseur. Et en fait, des petits pétales sont relevés, des petites écailles de papier sont relevées une à une, donc des centaines de millions de fois, en fonction de la dimension de la feuille, avec donc ces lames de scalpel qui sont hyper précises et qui permettent donc de décoller une très légère épaisseur et qui reste quand même solidaire du papier. Donc c'est vraiment comme des millions d'écailles, de plumes qui s'entrecroisent, qui créent des ombres, des zones dans la lumière. Parfois on a l'impression de tonalités de papier différentes, comme si j'avais rajouté de la couleur, alors que c'est vraiment la mise en lumière du papier grâce à sa propriété même, qui est finalement une certaine densité de coton, qui fait que on a des formes qui se créent comme presque une empreinte digitale du papier, comme si c'était sa peau qui était révélée en quelque sorte. Et comme si l'œuvre jaillissait du papier. Voilà, exactement. C'est la feuille en tant que telle, c'est le papier, le support et en même temps le sujet. Voilà. Bon, pendant qu'on nous écoute, il faut aller voir sur internet Lorraine Collin bas-relief pour avoir les images de ces magnifiques œuvres en papier. Donc on était sur les anges gardiens. Donc là, ça y est, vous vous êtes mis à votre compte. Exactement. Vous avez pris la force et la confiance. Alors oui, en fait, et les commandes surtout. Et c'est ça, en fait, à un moment donné, j'ai fait vraiment la double activité. J'étais acheter une intérieure la journée et le soir et le week-end, j'étais artiste, sculpteur de papier. C'était vraiment super, sauf que à un moment donné, on n'a plus trop de vie. Il faut pouvoir quand même s'ouvrir aux gens, il faut dormir. Exactement, parce qu'à un moment donné, je travaillais beaucoup toute la nuit. C'est pas évident. Parce que c'est un travail par définition extrêmement long. Oui, c'est très chronophage. On n'aime pas parler d'heures parce qu'on trouve que ça fait apothicaire, mais bon, quand même, pour faire un petit espace de 10 cm par 10 cm, ça peut vous prendre une heure. Ça peut me prendre une heure, comme ça me peut me prendre une semaine en fonction du papier, de ce que j'ai en tête. Parce que parfois, j'ai envie vraiment d'aller dans quelque chose de très précis, très, très détaillé. C'est vraiment aussi en fonction de mon envie du moment. Donc, ça peut être très long. Après, c'est vrai que je ne compte pas les heures parce que pour moi, c'est l'aboutissement de quelque chose que j'ai en tête. Mais c'est vrai que du coup, ça prend du temps. Et j'avoue, à un moment donné, il y a eu une période où je voyais ma table à dessin et je partais travailler en agence et j'avais vraiment envie d'y rester, de passer la journée à vivre de cette passion. Et donc, Patrick G et Dorothée Boissier m'ont poussé à suivre cette passion. Ils vous ont mis dehors. Vous avez allé, ça y est. Ils étaient un peu tristes. Moi aussi. Ça a été difficile, ce choix. En fait, ça a été un élément de ma vie qui était compliqué, qui m'a permis de choisir. C'est vraiment un choix de vie. Déjà, mes parents m'ont vraiment... Toujours. Ils étaient là, ils n'avaient pas peur. Alors que pourtant, les parents, parfois, ils disent mais tu vas te mettre à ton compte, c'est compliqué. T'as un travail, t'as un CDI. C'est ça, exactement. Et au final, mon père, hyper cartésien quand même, ma mère aussi, ils m'ont dit, mais vite cette passion. Et donc, comme je parlais de cet événement qui était un peu dur dans la vie, c'est parfois des décès dans la famille qui permettent de se rendre compte de choses. Et ma grand-mère paternelle, j'en ai pas parlé depuis le début, mais qui est très importante dans ma vie depuis toujours. La famille pour moi a toujours été importante. Je partageais beaucoup de choses avec elle et en fait, il y a une année, ça allait plus du tout. Elle était très malade et elle est partie très vite.
Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui m'échappait du temps que je pouvais passer avec ma famille. Je m'octroyais plus ce temps-là. Ça m'a vraiment attristée. C'est là où je me suis dit, mais elle aurait voulu que tu passes peut-être plus de temps avec elle. Elle aurait voulu que tu vives de cette passion, que tu y ailles à fond. Et elle était créative, elle aussi? Elle accompagnait votre créativité? Oui, complètement. Elle était... j'étais toujours dans son jardin, parce qu'elle était fanat de plantes. Elle avait son potager. Donc elle m'a transmis aussi l'amour de la nature. Et du coup, c'est ce que je suis maintenant, c'est aussi grâce à elle, parce que je passais beaucoup d'après-midi avec elle dans son jardin, dans sa cuisine. Et du coup, voilà, sa mort m'a fait réaliser certaines choses. Et un mois après, voilà, exactement, il fallait vivre et c'était maintenant ou jamais. Parce qu'on finit parfois à se laisser, embarquer dans la routine, d'être bien, d'avoir une situation stable, mais que parfois, il faut aussi... peut-être bouger tout ça pour se réaliser. Et du coup, un mois après, j'ai posé... voilà. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 26 ans. 26 ans. Ouais. Alors, quand on veut ouvrir son atelier de sculpteur de papier, il faut des scalpels, oui, du papier. C'est ça. Et de la lumière. Et de la lumière. Et de la lumière, surtout de la lumière. Et ça, vous aviez de la lumière chez vous? Oui, heureusement, on est... C'était déjà ici, parce qu'on est dans votre atelier. Oui, c'était déjà ici. Toujours les parents, grâce à eux, on a un bel espace de vie dans lequel j'ai pu évoluer et pu du coup développer ces bas-reliefs, parce que cette lumière qui vient vraiment de ces grandes baies vitrées me permet de révéler le papier et c'est vraiment grâce à ça que j'arrive à bien voir en fait ce que je fais. Et donc votre atelier, c'est votre maison? C'est ça. Et j'aime travailler chez moi parce que c'est aussi un lieu de vie, un lieu qui pour moi est une source d'inspiration, un endroit où je peux m'exprimer dans tout, dans la décoration, l'ambiance, tout ça. Je suis attachée à ce cocon en fait, voilà. On le sent. Et aussi le fait d'être parfois seule, ça me fait du bien. En tout cas, moi, j'ai besoin d'être seule pour créer. Même si j'adore profondément l'humain, c'est des moments que parfois, il vaut mieux prendre pour soi. Qui sont nécessaires. Voilà, qui sont nécessaires. Alors, vos premiers clients, c'est par Patrick et Dorothée, exactement. Chez Gilles Boissier, que vous avez trouvé? Voilà, c'était eux. C'était Grégoire aussi, mon ancien collègue, qui est aussi l'un des premiers à m'avoir acheté une pièce. Et tout ça, de fil en aiguille, le fait qu'il m'ait proposé de mettre une pièce aussi sur leur stand, lors de AD Intérieur, qui était au Musée des Arts Décoratifs de Paris, il y a quelques années. 2012, et grâce à ça, du coup, la Galerie Dutco m'a découverte. Voilà, ça a été un peu l'enchaînement. Vite, vite. Voilà, ça a été la galerie qui m'a sollicité. J'ai fait des pièces pour eux, et voilà, des commandes se sont enchaînées, les expos, et en fait, j'ai eu tout de suite un emploi du temps bien rempli, et même après quitter l'agence, parce que j'avais plein de choses à faire, une envie effrénée de découvrir d'autres papiers, de sculpter, de continuer d'approfondir cette technique. Et en fait, c'est un puits sans fin. Oui, c'est ça. Et voilà. Comment vous vivez de votre vie d'artisan, de vos mains d'artisan aujourd'hui? Vous gagnez votre vie? Oui, je gagne ma vie, donc ça pareil, c'est grâce au coup de pouce d'une rupture conventionnelle avec l'agent Gilles Boissier. Ça m'a permis de se lancer. Oui, parce qu'au final, pendant 2 ans, même si on n'a pas de salaire, on a quand même une petite rémunération qui permet de se consacrer à sa passion. Oui. Et étant donné que j'avais pas besoin de grands moyens, du papier et des lames de scalpel, ça coûte pas très cher. Donc tout ça m'a permis, et puis le mettre des économies de côté quand je faisais finalement la double activité, ça m'a permis vraiment de vivre correctement au début, sans avoir peur du futur, parce que la création, ce qui est difficile, c'est qu'il faut pas trop penser à la manière de se rémunérer pour être créatif. Ça va pas trop ensemble en quelque sorte. Faut pas chercher la rentabilité. C'est ça, parce que finalement on finit par être plus créatif ou faire des choses pour les gens, en fait. Voilà, commerciales. Donc il faut arriver à s'en décrocher et se détacher de tout ça, et c'est pas évident. Mais grâce à cette petite stabilité, ça m'a permis... Ça a donné les 2 premières années. Voilà. Et ensuite, ça s'est enchaîné parce que vous avez les commandes qu'il fallait. Voilà, exactement. Et ça continue comme ça. Ça continue comme ça. Ça se stabilise. Bravo. Il y a des années plus ou moins, c'est fluctuant, c'est comme tout. Enfin voilà, surtout dans le milieu artistique ou de l'artisanat d'art, c'est très fluctuant. Donc après, on évolue, on essaie de trouver aussi du temps pour de la création, même quand il y a des périodes un peu plus creuses. Bien sûr. Et
Voilà. Alors on parle milieu artistique, artisanat d'art, vous êtes exactement entre les deux. Oui. Parfois votre travail est vendu comme une œuvre, comme un tableau. Parfois il est vendu comme un panneau décoratif qu'on va intégrer à un décor. Exactement. Est-ce que ça vous est égal ou est-ce que vous préférez être considéré d'un côté ou de l'autre ? Non, je trouve que la frontière est difficile et je me verrais pas mettre les deux pieds d'un côté ou de l'autre parce que je trouve que ça a de la richesse de pouvoir être un peu des deux en quelque sorte et pouvoir du coup créer des pièces qui sont un caméléon, qui peuvent être complètement intégrées dans une architecture intérieure en tant que décor. Parce qu'elles vont être vues différemment. Elles vont être en contact de d'autres matériaux ou d'autres lumières qui vont faire qu'on va les lire aussi différemment aussi. Et que je pense que cette manière d'observer la pièce dépend de là où elle est. Et pour ça, ce serait dommage de ne l'exposer qu'en galerie. Donc on reste libre. Voilà, je pense que c'est intéressant pour ça. On va parler d'un moment où vous avez exploré votre technique sur une autre matière. Parce que vous êtes experte, obsessionnelle d'une certaine technique, et ça vous rapproche aussi d'un artisan d'art. Mais en revanche, même si vous avez travaillé le papier jusqu'à aujourd'hui, vous avez aussi travaillé le cuir. Alors là, je me permets quelques petites minutes de mise en contexte. On a travaillé ensemble sur un projet pour les tanneries Roux, où on a cherché à transformer les cuirs de caractère, qui sont des cuirs dans lesquels on veut exprimer la naturalité de la peau, en demandant à 6 artisans d'art de transformer chaque référence de cette collection des cuirs de caractère. Vous en faites partie, on va citer les amis parce qu'on les aime beaucoup, on va citer Maxime Leroy, plumassier, on va citer Angèle Barre, ennoblisseuse à la feuille d'or, qui a transformé le cuir, Karen Grégorian, qui est plisseur, et nous avons oublié Anna Lecorneau, qui est ébéniste et qui maîtrise la découpe laser comme personne et qui a exprimé cette technique-là sur le cuir. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un à part toi ? Non, j'en ai 5, c'est ça. Voilà. Et donc, c'était comment de tester cette technique sur le cuir ? Qu'est-ce que ça vous a fait ? Déjà, j'ai trouvé intéressant quand je vous parlais au tout début de mon sujet de diplôme qui était la peau est un tableau de l'art. Donc finalement, c'était complètement, ça suit son cours et pour moi, la peau, le cuir, c'est quelque chose d'inné qui est une matière hyper intéressante de par sa texture, son graphisme aussi qu'on peut trouver parfois. Ce que j'aimais sur ces peaux de cuir, c'est qu'il y avait des graphismes différents en fonction de la peau, en fonction des zones, les rides, les vergetures. Il y a des endroits où la fleur est plus présente et elles étaient très vivantes. Voilà, exactement. Et pour moi, ça avait du sens de sculpter de la peau, de jouer sur ce graphisme, de peut-être de révéler des zones qui étaient très texturées avec donc cette technique et parfois s'effacer tout en dégradé, créer comme quelque chose qui aurait pu toujours être là en quelque sorte, comme si c'était la peau qui prenait une autre dimension, mais ça venait d'elle, comme voilà. Et travailler la peau, c'est d'une douceur, d'une sensualité assez exceptionnelle, et c'est presque plus naturel que le papier. Le papier est plus rigide, plus dense, plus comment dire, rétif. Oui, c'est physiquement plus difficile à travailler, alors que le cuir, quand il est pas trop souple, parce que quand il est très souple, c'est difficile. Oui, voilà. Il s'échappe et c'est compliqué. Alors que quand c'est assez dense, j'ai vraiment l'impression de sculpter dans du beurre, dans quelque chose de très... Et j'aime l'odeur de la peau, de ces cuirs différents. En plus, les tanneries Roux ont développé des cuirs exceptionnels et il y a vraiment la notion d'odorat, de toucher qui est très forte. Et sensorialité. Voilà. Et dans mon travail aussi, et ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir sculpter sur du cuir. On peut du coup toucher la peau, alors que le papier, forcément, c'est difficile. On va devoir le préserver, le mettre derrière un verre. Voilà. Alors que c'est vrai que votre travail sur le cuir, on peut complètement caresser dans un sens, dans l'autre. Et ça, je trouve, jouer avec ces formes qui apparaissent, c'est très intéressant. Et je trouve que ce contact-là est quelque chose qui est important peut-être pour celui qui va voir cette peau, et c'est ce qu'on ne peut pas trop tester en papier. Moi, oui, quand je la travaille, mais c'est plus... D'ailleurs, le bruit de la sculpture sur papier doit être beau. Oui. Ça doit être beau. Oui, c'est assez beau. Et en fonction du papier, le bruit est différent. Ça, c'est assez étonnant. Et le cuir aussi, il y a parfois un peu de bruit, surtout quand elle résiste. Et ça fait
un petit crissement, mais c'est agréable, moi j'adore. Alors sur la vie à l'atelier, où est-ce que vous avez mal, vous, le soir, après une journée à travailler? Alors ça va du poignet à l'épaule, au coude, enfin vraiment tout le bras en fait. Ouais. Quand je suis mal positionnée, quand forcément il faut serrer. C'est un geste très répétitif, donc forcément il y a une contracture qui se crée et si j'étire pas le soir, ça peut faire très mal. Ça peut aller jusqu'à la tendinite, comme j'ai eu à un moment donné. Donc il faut bien boire, il faut bien étirer, il faut avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport. Vous en faites du yoga. Travaillez votre corps. Grâce au yoga, ça m'a vraiment aidé à éliminer ces maux que j'avais au niveau du dos et des cervicales aussi. Forcément, quand on travaille, pas forcément avec les outils appropriés, une table un peu trop basse, on est cassé en deux, on est vrillé. Donc du coup, on crée des torsions et ça se répercute vraiment sur le corps. Mais c'est intéressant de se faire aussi du bien pour être bien aussi au travail. Son corps, c'est son outil, donc il faut en avoir conscience. Bien sûr. Et, sinon... on finit par ne plus pouvoir créer. Et c'est le cas quand j'avais la tendinite, je ne pouvais plus rien faire. Alors il y a un autre sujet que je voudrais qu'on aborde ensemble parce que vous avez mis au point cette technique de sculpture sur papier qui vous est vraiment spécifique, c'est comme ça qu'on reconnaît d'un coup d'œil votre travail, mais vous avez été copié. Et du coup, vous avez dû travailler avec des avocats pour vous défendre. Et je trouve que c'est intéressant de savoir, sans citer les noms évidemment, mais je sais que vous avez eu un conflit avec une grande maison qui a utilisé vos dessins. Racontez-nous peut-être comment ça s'est passé et comment vous êtes défendu. Oui, je vais toujours parler de Patrick Gilles. Un ange gardien, on adore les anges gardiens au Craft Project. C'est ça. Il m'a envoyé sur Pinterest une photo d'un tapis qui reprenait vraiment un dessin une de mes créations, mais en couleur. Et il me demande, est-ce que c'est de toi? Et là, je me souviens, j'ai vu cette photo et j'ai senti un point au niveau du cœur en me disant, mais c'est injuste, c'est pas possible. Et en fait, j'aurais pu passer à côté. J'ai tout de suite fait mes petites recherches. J'ai contacté un avocat en propriété intellectuelle que j'avais déjà contacté au tout début quand je me suis vraiment lancée parce que je voulais savoir si on pouvait breveter cette technique. Mais bon, On peut pas. C'est compliqué. Et du coup, étant donné qu'ils avaient vraiment copié une photo d'une œuvre qui était du coup sur Pinterest et qu'ils avaient juste retranscrit dans des différentes tonalités de couleurs, on a pu attaquer facilement, en tout cas, trouver des grosses similitudes. Et ça nous a permis d'avoir un dossier plutôt complet et plutôt facile. Oui, contrefaçon. Parasitisme, tout ça. Donc au début, avec l'avocat, on a juste envoyé une lettre, tout ça, et fait aussi un constat avec un huissier. Oui, quand même. Voilà. Et du coup, au début, ils ne voulaient pas m'indemniser. Donc, moi, j'ai trouvé ça injuste parce qu'ils avaient vendu quand même quelques pièces, donc ces tapis. Et du coup, on a continué, on est allé jusqu'à l'assignation. Donc, on a créé vraiment un dossier. Et avant de le présenter au tribunal, on l'a envoyé forcément à la partie adverse. Partie adverse, et on a trouvé un protocole d'accord. Mais il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait aller jusqu'au bout, leur faire peur et de se dire on est capable, que c'est pas parce qu'on est une petite artisan d'art. Une petite Lorraine Collin avec ses joues roses et ses yeux noirs, mais vous avez mal vu les yeux noirs là. Voilà, et je pense qu'il fallait montrer de quoi on était capable pour leur montrer que c'est pas juste. On peut pas juste comme ça prendre un travail et se l'approprier. Et après, c'est sûr qu'il faut pouvoir avancer ses frais. Alors combien ça vous a coûté, vous, en tout pour cette 5 000 € exactement. Il faut pouvoir les sortir. Voilà. Après, ça peut changer, ça peut en fonction d'un avocat à l'autre. Voilà, mais il faut pouvoir les sortir, ça c'est sûr, parce que ça met du temps avant d'être indemnisé. Et vous avez été indemnisé à quelle hauteur? À hauteur de 15 000 €, donc j'avais demandé 10 000 et 5 000 de frais. Voilà, la couverture des frais. Donc je pense qu'il faut être vigilant et mine de rien quand même regarder sur internet souvent s'il n'y a pas trop de copies, mais bon, on est tous malheureusement... Vous avez même dû mettre votre compte Instagram en privé. Oui, voilà, récemment. Tellement vous étiez pillé. Oui, alors là c'était une photo qui avait été utilisée, mais parfois aussi c'est la technique même qui est reprise.
Je peux comprendre parce qu'au final, mine de rien, une feuille de papier, un scalpel, il y a plein de gens finalement qui arrivent à faire des choses qui se rapprochent de mon travail. Et c'est ce qui me fait un peu peur parce que je trouve que du coup, quelle est ma valeur ajoutée ? Je me pose cette question. Mais bon, après, l'artisanat d'art, il y a beaucoup de gens qui font les mêmes métiers. Bien sûr. Donc au final, moi, ce qui m'importe, c'est que ces personnes-là qui s'approprient cette technique, c'est super, pourquoi pas, mais qu'ils en fassent quelque chose de plus personnel, de moins jouer sur le... C'est une technique, pourquoi on ne pourrait pas en faire des dessins complètement différents à eux de s'exprimer au travers de ça, et ça me fera finalement beaucoup de plaisir, j'aurai beaucoup d'émotions à voir des travaux d'autres artisans d'art qui travaillent le papier sous d'autres formes, mais avec cette technique-là, parce qu'on aura été plus loin ensemble, mais... ça sert à rien de se copier. Pas se bagarrer sur le même territoire. C'est dommage, Bien sûr, voilà. C'est triste. Surtout quand on s'approprie presque la personnalité de celui qui crée, ça c'est presque un peu perturbant aussi. Ça fait peur. Voilà. Vous maîtrisez parfaitement les outils numériques en tant qu'architecte d'intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont encore utiles dans votre travail ? Est-ce que vous en servez Oui, c'est vrai qu'au final... Pour préparer des dessins, pour préparer des volumes et c'est vrai que mon bagage d'architecte d'intérieur est très utile parce que la notion de lumière, de matière, de volumétrie, de savoir où mettre la pièce, comment... Quand on me parle aussi de projets où on va intégrer mon travail peut-être dans des portes de dressing, techniquement, j'arrive à lire facilement les plans, j'ai la notion de la volumétrie dans l'espace, donc ça m'aide pour finalement intégrer une œuvre à un espace. Voilà, et pouvoir discuter avec des architectes intérieurs sur des projets, peut-être des bateaux, dans des hôtels, ça m'aide. Et finalement les outils Photoshop, AutoCAD, c'est important parce que la mise à l'échelle de certaines pièces dans un environnement, de faire des propositions à des clients, ces outils-là me permettent tous les jours de faire valoir mon travail et de peut-être mettre en scène et de montrer comment ça pourrait être si on mettait une pièce à tel ou tel endroit. Et vous serez où dans 5 ans ? Oh là là, peut-être un peu plus dans la nature. Ah oui, d'accord. Oui, parce que c'est quelque chose qui me manque beaucoup à Paris, mais c'est difficile, je sais pas. Peut-être que j'aurais développé ça sur d'autres matières, peut-être que j'aurais travaillé des très grands formats encore, plus grands. Peut-être que j'aurais développé quelque chose de complètement différent, peut-être que j'aurais arrêté, je sais pas. Vous aimeriez bien avoir un studio, avoir une équipe Pourquoi pas ? Je me pose la question. Après, ce qui est difficile, c'est que, étant donné que je ne suis jamais un dessin en particulier lorsque je sculpte, ça reste très personnel. Donc, finalement, quelqu'un qui va sculpter le papier, qui va être dans mon atelier, par exemple, ce sera sa création à lui, ce sera sa pièce. Il y a aussi des illustrateurs, même des fresquistes qui travaillent avec des petites mains. Bien sûr. Donc c'est vrai que d'un côté, c'est... Pour faire des plus grands volumes, des plus grands formats. Pourquoi pas même les plumassiers aussi, c'est vrai que Maxime Leroy aussi, il a fait ça. Donc, il a un studio. Voilà. Donc c'est vrai que ça m'importe aussi de transmettre quelque chose pour perdurer cette technique, peut-être. Donc peut-être qu'un jour. Pourquoi pas dans 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Lorraine Collin ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous avec ma baguette magique ? Déjà, on fait déjà beaucoup de choses ensemble. Le projet avec les tanneries Roux était une belle révélation et de me présenter comme ça auprès des grandes marques, des belles maisons, c'est une manière de valoriser ma technique et de la faire, la faire valoir auprès de personnes qui ont d'autres métiers. Et ça, c'est magique parce que c'est des rencontres, toujours. Toutes ces rencontres-là, elles me nourrissent de jour en jour et c'est là où je me dis, je suis contente d'être partie quand même en agence pour être autonome et de rencontrer plus de personnes comme ça, continuer à créer des passerelles entre les métiers d'art, même entre des métalliers, des tourneurs d'art, d'horreur, tout ça, c'est magique. Merci Lorraine Collin. Merci Raphaël. Métier Rare est un studio de craft thinking. Le jour, Métier Rare imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métier Rare produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @métierrare. Suivez-moi sur Instagram @RaphaëlMétierrare. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs.
Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. Bravo. C'est vrai, ça va. Bon, j'ai beaucoup suivi. C'est vrai. Fais gaffe, tu sais que j'enregistre. Hein. Mais mince. Tu coupes pas. Ah ben non, je vais la couper, c'est trop drôle. Mais c'est pas du tout élégant. C'est pas du tout ladylike. Oh, mais ça va, on peut pas être élégant tout le temps. Ça passe de la petite Lorraine toute douce à la Lorraine qui a beaucoup transpiré. C'était franc. Eh ben écoute, super. Ah là là, tu m'as passionnée là encore. C'est vrai. Bah, moi aussi, c'était un bel échange, comme à chaque fois quand on discute ensemble. Parce qu'on... Mais t'es pas timide du tout. Hein. Ah oui, mais pas du tout. Je pense parce qu'on est toutes les deux, qu'on commence à se connaître aussi. Ouais, c'est vrai. Quand on parle de sa passion, j'ai l'impression que, quelle que soit la timidité, on finit par parler à cœur ouvert. Et finalement, on est très franc. Enfin, parce que là, tu vois, t'as pas hésité une fois, t'étais bien. Oui, enfin, voilà, je pense que peut-être c'est... Ouais, je me suis dit, il fallait pas que je bute trop, que j'essaie d'être fluide. Parfaite. Voilà, merci. Bravo. Il y a un podcast que t'as particulièrement aimé, toi, dans ceux que t'as écoutés ? Tous, mais un peu de chaque. Il y avait des passages qui résonnent en nous, parfois, des moments qui sont décrits au niveau de la famille, de ce qu'on a pu traverser, tout ça, ou des voyages, des choses. Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi Pierre Salagnac, déjà parce qu'on l'a rencontré et c'était super, parce que sa voix m'avait... je sais pas, il y a beaucoup de choses qui passent dans la voix. Et je trouve que sa manière de parler, de sa vie, il parle extrêmement bien de son métier. C'était assez passionnant. Ouais. Surtout que c'est un métier que je ne connaissais pas du tout, un univers que je ne connais pas, et c'était vraiment intéressant. Après, l'adoreuse... Manuela. Ouais, Manuela. Ah ouais, ça c'était assez passionnant. C'était très très beau aussi. Il y avait une autre dimension... je me souviens plus, il y avait une phrase qu'elle avait dite. En plus, je me suis dit, je vais la renoter parce que je trouve qu'elle était très belle. Quand elle parle de monter son atelier, elle dit « Je me suis créée ». Oui, ah oui. Ça, j'ai adoré quand elle a dit ça.